Ah bah, toi aussi. Il faut voir ça. Le grand Chirac, président de la France, qui demande 2 millions d'euros, ou bien c'est 3 millions de dollars là, à Gbagbo, au président Gbagbo. Les deux ont été présidents. Hein. Chirac a été président de la France et Gbagbo également a été président de la Côte d'Ivoire. 2 millions d'euros. Vous vous en rendez compte? C'est-à-dire que souvent, on a entendu ces histoires-là, mais il n'y a jamais eu de preuves. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est un, je ne sais pas s'il est conseiller spécial ou bien c'est quoi, c'est le monsieur qui faisait les va-et-vient entre la France et justement, et puis l'Afrique. Et un monsieur qui se nomme Bourgui, quelque chose là, qui révèle qu'il descendait à l'avion et puis prenait des valises et des valises de billets pour retourner. Jacques Chirac a demandé 2 millions. Et le président Gbagbo l'a confirmé parce que lui-même, il était surpris, il était ahuri de voir tout le grand président qui lui demande ça. Et lui-même, comme il dit, ah, Chirac m'a demandé, mais c'est Chirac, on ne peut pas lui refuser. Bon, stop, revenons un peu en arrière. Comme vous le savez, l'Afrique a toujours été considérée comme le continent le plus pauvre, non? Où les pays sont pauvres, il n'y a rien, il y a la corruption, il y a ceci, il y a cela. Mais que ces gangsters-là s'organisent. Non seulement ils viennent piller les ressources naturelles, par l'intermédiaire de leurs différentes sociétés, ils rapatrient l'argent comme ils veulent. Mais que physiquement, ces gars-là viennent prendre des billets et des billets, et puis ils repartent dans leur pays. Il n'y a même pas de problème. 2 millions d'euros. Et le président Gbagbo, il a donné ça. Et lui-même, il le dit en sourdine. Ce n'a pas été le seul. Il y a un autre président, mais il n'a pas voulu dévaluer le nom. Mais je vous dis, je suis tombé sur cette vidéo un peu par hasard. Et j'étais vraiment très surpris, très choqué. Et ahuri en plus. Mais tu te rends compte comment ils ont organisé cela pour nous piller. Je vais essayer de faire passer quelques extraits de cette vidéo-là pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la situation. En fait, l'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique centrale n'a jamais été considérée comme un pays. Non, c'est nous on pense que nous sommes des pays. Non, non. Pour les Français, nous sommes toujours une colonie. Et comme le dit le mot même colonie, là, c'est une partie du monde qui va produire des richesses pour la métropole. La métropole, c'est qui? C'est la France. Donc nous produisons et puis on les donne. Toutes nos matières premières, là, ils prennent. C'est eux qui fixent le prix de nos matières premières. C'est eux qui fixent le cours de ces matières premières-là. Et ils font la spéculation là-dessus. Pendant que les producteurs sont là, ils ne peuvent pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est très difficile pour le producteur. Le producteur ne gagne pas, il ne rentre pas. C'est-à-dire, il travaille. C'est comme s'il était en train de travailler tout ce temps-là pour les Européens. Mais à un moment donné, les choses doivent quand même changer. Mais il faut remercier et bénir Internet. Parce qu'avec la vitesse de circulation de l'information de nos jours, là, on ne peut pas cacher les choses. Tu as beau faire, tu veux essayer de cacher là, l'information là va te dévancer, arriver là où l'information doit arriver. Mais Gbagbo, il a souffert. Hein? C'est un panafricaniste pur. Un panafricaniste, il a l'amour de son pays, l'amour de sa patrie. C'est un monsieur qui aime son pays. Parmi les présidents de la Côte d'Ivoire que j'ai vu un peu passer, d'Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Dramane Ouattara, je tire mon chapeau à Gbagbo. Parce que quand même, c'est celui-là qui est venu et qui a essayé de redresser les choses. Parce qu'il avait l'amour de son pays. Il voulait travailler pour la Côte d'Ivoire. Il voulait travailler pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et on a vu ce qui s'est passé. Il s'est pris 10 ans de rébellion. On l'a bloqué pour l'empêcher justement de poursuivre sa route. On l'a même accusé de braquage de la BCEAO, puis ainsi de suite. Quand même. Un président qui va braquer la BCEAO. Pendant qu'il y a des présidents qui sont là, qui demandent des 2 millions d'euros, qui demandent des 3 millions d'euros, et lui donne pour la tranquillité de son pays. Malgré tout, il prend cette rébellion. Malgré tout, pendant 10 ans, il y a la rébellion qui empêche son pays de fonctionner normalement.
Parce qu'ils voulaient créer un grand bordel justement en bloquant les banques. Puisque les banques commerciales à un moment donné ont bloqué, ont décidé de ne plus travailler. Et c'était le moment exact où on devait payer les salaires. Et tu sais bien ce que ça veut dire. Nos salaires en Afrique, vous savez très bien comment sont nos salaires en Afrique. Et ils voulaient bloquer cela. Et automatiquement, Gbagbo a signé là. Il dit on nationalise les banques et on continue les paiements. C'est-à-dire lui, qu'on n'avait pas prévu dans le jeu. Parce qu'on ne le voyait même pas arriver devant, on ne le voyait même pas arriver à être président. Il a surpris tout le monde. Donc ça veut dire que ces actions un peu dérangeaient ceux qui étaient devant, dérangeaient les intérêts de l'Occident. Donc il fallait finir avec lui. Et Sarkozy a décidé de le vitrifier. Et comme eux me disent, ils sont à la Haye, à la Cour pénale internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que Boawa également est parti à la Cour pénale internationale, hein, où il a séjourné pendant 7 ans. 7 ans. On a jugé, on a cherché ce qu'on voulait chercher. Mais à la fin, il n'y a rien. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc à la Haye, les étudiants de droit venaient à leurs professeurs, ils étaient en haut là, et puis ils les regardaient comme ça. Eux, lui, Gbagbo, et puis Blé Goudé, on les regarde. Ils vitrifiés. C'est comme un zoon où on parque quelques animaux, tu payes ton ticket, tu rentres pour regarder. Tu n'as jamais, par exemple, vu un lion, ou bien tu n'as jamais vu une girafe. Donc tu arrives. Tu payes le ticket, tu rentres. Les étudiants sont là, ils sont en train de regarder. Les criminels là. C'est eux les criminels. C'est eux qui ont bousillé leur pays. C'est eux qui ont tué des millions et des millions. Arrêtons cela. Je pense qu'il y a une nouvelle vague qui est en train de se lever en Afrique. Et cette vague-là a besoin d'être encouragée. La vague de Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et de Tchani, vraiment c'est une vague que nous devons saisir avec nos deux mains pour enfin changer la donne, pour mettre un peu d'équilibre dans les rapports. C'est une vague à soutenir. Si tu es africain, quel que soit le lieu où tu résides, tu dois avoir en tête et surtout ne pas oublier que tu n'as qu'un seul pays qui est le tien et que tu n'as qu'un seul continent qui est le tien. Personne d'autre au monde ne viendra faire les intérêts de ton pays ni de ton continent. Personne. Parce que tout le monde arrive pour prendre ce qu'ils ont à prendre et repartir. C'est à nous de pouvoir installer des bases efficaces et de pouvoir négocier avec les autres.